À partir de demain, aucune propagande ne sera tolérée dans les médias nationaux, publics ou privés. Le code électoral rappelle cette interdiction qui intervient 30 jours avant la campagne électorale. La pré-campagne débute ce vendredi 9 juin. Ils sont désormais 7, les sages de la Cour constitutionnelle. L'institution reçoit 2 nouveaux membres suite au référendum du 20 mars 2016. Ils attendent de prêter serment et pour la première fois, le système judiciaire va vivre une telle réforme. Le Made in Sénégal entre compétitivité et concurrence extérieure. Et pourtant, les articles fabriqués dans notre pays ont de la qualité à faire valoir, un savoir-faire à revendre et qui alimente un bon nombre de petites et moyennes industries ou entreprises. On voit tout cela dans la rubrique économie. Le ramadan des plus pénibles, c'est celui de ces ouvriers qui s'occupent de charger les camions de sable ou de béton. Un travail éreintant qui fait appel à la force physique. Leur seul gain en ce mois béni, le réconfort moral et spirituel. C'est également le quotidien des Jakartamen à Thiès sous la chaleur. Ils essaient de résister aux rigueurs du mois de Ramadan. Bonsoir à tous et bienvenue en visite de travail à Bruxelles. Le chef de l'État a rencontré ce jeudi Sa Majesté Philippe, roi des Belges. Le président Macky Sall a également eu une séance de travail avec le Premier ministre Charles Michel. Ces entretiens avec les plus hautes autorités du Royaume ont été l'occasion de consolider la coopération entre les deux pays. Envoyé spécial Oumar Nying. Ainsi, le Royaume de Belgique consolide ses liens avec la République du Sénégal. L'accueil que Sa Majesté Philippe, roi des Belges, a réservé au président Macky Sall traduit l'excellence des relations anciennes entre les deux pays. Après avoir échangé une poignée de main, les deux hommes se retirent en tête-à-tête. L'entretien a été l'occasion de réaffirmer leur volonté commune de garder intacte l'amitié entre les deux peuples. Avant le palais royal, le président de la République a rencontré le Premier ministre Charles Michel. Une longue séance de travail autour de la coopération bilatérale que les deux pays comptent renforcer. En plus d'autres questions d'intérêt commun, comme le défi sécuritaire ou le futur des relations entre l'Europe et l'Afrique. L'amitié de haute facture entre le Sénégal et la Belgique est donc en exergue avec ce volet officiel de la visite du président Macky Sall à Bruxelles. En marge des journées européennes du développement, le président Macky Sall a rencontré les dirigeants de l'Union européenne, le président du Conseil, le président de la Commission, la représentante pour les affaires étrangères. Tous ont salué la stabilité notée au Sénégal et la politique mise en œuvre par le président de la République dans le cadre du PSE, Oumar Nying. Les dirigeants de l'Union européenne tiennent beaucoup à leur coopération avec le Sénégal. C'est ce que révèle la série de rencontres que le président Macky Sall a eues avec eux. D'abord, le président du Conseil européen. Dans l'entretien, il se réjouit de la stabilité qui règne au Sénégal. Situation d'autant plus rassurante que la politique mise en œuvre par le président Macky Sall donne des résultats probants. C'est le même satisfecit qui est décerné au président Macky Sall dans l'autre compartiment du siège de l'Union, par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission et maître d'œuvre des Journées européennes du développement. Lors de la séance de travail, le diplomate européen a remercié le président Macky Sall d'avoir répondu à son invitation. La participation du président Macky Sall également appréciée par la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Madame Federica Mogherini, qui s'occupe également de la politique sécuritaire, a magnifié le Forum de Dakar, une initiative du président Macky Sall qui apporte des idées éclairées dans le combat commun contre le radicalisme et le terrorisme. Le comité des ambassadeurs ACP s'est dit impressionné par la vision du président Macky Sall sur l'avenir du partenariat avec l'Union européenne. Le groupe s'est dit honoré d'accueillir le chef de l'État, Oumar Nying. C'est un honneur pour le comité des ambassadeurs ACP.
Une preuve de l'attachement du Sénégal à l'organisation. Et pour cause. Les réformes novatrices qu'il a engagées pour faire du Sénégal un pays émergent à travers le plan Sénégal émergent traduisent la volonté du président Sall d'ancrer le Sénégal dans la modernité et de favoriser son émergence. Homme de cœur et de dialogue, le président Sall ne cesse de militer en faveur de la nécessaire coopération entre les pays et les peuples, au plan régional et international, ainsi que l'a démontré le leadership exercé par le Sénégal et le président lui-même dans le dénouement pacifique de la crise post-électorale en Gambie avec l'appui de la CEDEAO et le soutien unanime des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, présidé à l'époque par la République du Sénégal. Devant les représentants du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le président de la République expose sa vision sur le partenariat avec l'Union européenne. Cet avenir, Excellence, nous devons le bâtir ensemble, dans la solidarité et la cohésion, en ayant comme viatique l'acte de naissance de notre groupe. L'accord de Georgetown porte en effet notre marque identitaire collective, gravée dans les valeurs d'unité et de solidarité qui sous-tendent la philosophie et l'action du groupe des ACP. Toute position de groupe a ses exigences. C'est la concertation pour identifier les questions d'intérêt commun et parler d'une seule voix pour les défendre. Voilà ce qui déterminera notre capacité de porter nos causes et de les faire valoir avec succès. Le message est clair. Il est une source d'inspiration pour un groupe qui est à la croisée des chemins. Votre vision sur l'avenir du groupe ACP et son partenariat avec l'Union européenne que vous avez mise en relief avec pertinence contribuera certainement à enrichir la réflexion sur la définition de nouvelles perspectives solides et ambitieuses pour l'avenir du groupe ACP. Le président de la République salue le rôle éminent du groupe des ambassadeurs ACP dans la formulation et la défense de nos peuples. Haute appréciation marquée dans ce livre blanc qu'il a signé à la fin de la cérémonie. Et puis le président Macky Sall s'est rendu dans la commune de Chastre. Dans cette ville belge se trouve une nécropole militaire où reposent plutôt des tirailleurs sénégalais. Le chef de l'État a rendu hommage à ces vaillants soldats en présence d'autorités belges et françaises. Le reportage de notre envoyé spécial Oumar Nying. Bruxelles, il faut rouler sur 46 km pour atteindre la commune de Chastre. La présence du chef de l'État à la nécropole militaire donne un cachet particulier à ce grand moment de recueillement. Ces plaques nous disent que les hommes qui sont morts sur cette terre étaient jeunes, pour la plupart âgés de 20 à 25 ans. Derrière l'uniformité de ce cimetière militaire, il y a des destins individuels. Car il ne faut pas oublier que derrière l'histoire, il y a une multitude d'histoires d'hommes et de familles éprouvées. Pour les autorités locales, le passage du président Macky Sall ici est éminemment important. Merci, Excellence, d'avoir souhaité ce crochet par Chastre afin d'honorer la mémoire de vos compatriotes venus mourir au combat ici. Voici respectivement 103 et 77 ans sous les couleurs françaises pour sauvegarder notre démocratie et notre liberté, et qui plus est, sur un sol qui n'était pas le leur, mais qui est très certainement devenu depuis. Ce qui unissait ces hommes qui sont venus combattre ici, c'était aussi ce souci de nous aider, nous, Européens, Belges, à défendre nos libertés, à retrouver nos libertés face à des agressions absolument inadmissibles, intolérables. Le devoir de mémoire est en lien avec le contexte que nous vivons. Mais l'hommage que le président Macky Sall rend aux tirailleurs sénégalais révèle aussi la complexité de l'histoire de la guerre.
Ces lieux chargés d'histoire et d'émotion nous rappellent jusqu'où peut mener la folie de l'extrémisme. Ils nous rappellent notre devoir de lutter sans relâche contre la tyrannie de la terreur. Ils nous rappellent aussi et surtout le sacrifice de vaillants soldats, tirailleurs sénégalais, combattants belges, français, nord-africains, je distingue les Marocains, Algériens et Tunisiens, qui, par leur glorieux fait d'armes, ont écrit l'histoire. La grande histoire, celle qui élève l'homme, l'inscrit dans le long terme de l'immortalité. Voilà que par notre présence ici, des morts rassemblent des vivants. Donnant raison à la parole du poète, je veux citer notre compatriote Birago Diop, qui disait ceci dans son célèbre poème « Souffle ». Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Les morts ne sont pas morts. C'est cette histoire, cette grande histoire, sans trou de mémoire, qui nous rassemble ici, autour de nos valeurs communes, dans l'amitié et la fraternité, vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, pour célébrer et honorer nos morts, pour leur dire notre reconnaissance infinie. Anciens ennemis, aujourd'hui réconciliés, anciens colonisés, aujourd'hui libres, nous devons bâtir sur le creuset de nos valeurs partagées, de paix, de liberté et de démocratie, les fondements d'un monde meilleur pour éloigner à jamais le spectre de la guerre. Ainsi, serons-nous dignes de ceux qui, par la grandeur de leurs actes, ont semé les germes de leur immortalité dans la mémoire collective des générations actuelles et futures. Et puisque les morts ne sont pas morts, alors reposez en paix, vaillants soldats, ici couchés, mais toujours debout et immortels dans nos cœurs et dans nos esprits. Dans un même élan, en compagnie des représentants d'autorités françaises et belges, le président de la République dépose une gerbe de fleurs en la mémoire des vaillants soldats. Puis, à titre individuel, il place une rose sur les 17 tombes des tirailleurs sénégalais. Venant ainsi de poser un acte qui va laisser une empreinte. Ce sont donc là les temps forts du séjour du président Macky Sall en Belgique, à Bruxelles notamment. Et puis ce communiqué de la présidence de la République, le pôle communication, le journal Le Peuple d'abord, relayé par les réseaux sociaux, a publié ce 8 juin 2017 un soi-disant communiqué attribué à son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, relatif à un message qu'il aurait adressé à son Excellence Monsieur le Président Joseph Kabila au sujet de la situation en République démocratique du Congo. La présidence de la République du Sénégal dément catégoriquement cette fausse information dénuée de tout fondement. La présidence de la République du Sénégal condamne de la manière la plus ferme une telle manipulation de l'opinion par la diffusion d'une fausse nouvelle de nature à porter atteinte aux relations d'amitié fraternelle entre le Sénégal et la République démocratique du Congo, et se réserve le droit d'entreprendre toute action. C'est donc un communiqué du pôle communication de la présidence de la République fait à Dakar le 8 juin 2017. Alerte CNRA
À partir de ce vendredi et jusqu'au 9 juillet, toute propagande médiatique déguisée sera sanctionnée par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel en direction des élections législatives dans les différentes phases pré-campagne, campagne électorale et fin de la campagne. Le CNRA fait ainsi appel au code électoral qui régit l'organisation des élections législatives au Sénégal. Maman Moussagnan. En évoquant l'article 61 du Code électoral, le CNRA met en garde les médias sénégalais par rapport à toute propagande liée aux élections législatives. Ainsi, entre en vigueur la loi électorale qui rappelle que durant la période des 30 jours précédant la campagne électorale est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux, publics ou privés. La pré-campagne doit commencer à partir du 9, le vendredi 9 à 0h, n'est-ce pas, pour prendre fin le 8 juillet. Pour la pré-campagne, ce qui est interdit aux médias, c'est de montrer, de diffuser toute manifestation de soutien. Tout au contraire de la pré-campagne, la campagne électorale, elle, peut être couverte par les médias sans interdiction. Seulement, rappelle le CNRA, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision ne peut se faire. Par exemple, ce qu'on appelle les publi-reportages. Parce que dans ce cas, l'argent va fausser la concurrence. Les partis ou bien les listes qui ont plus de moyens vont acheter donc les temps d'antenne, ce qui est interdit clairement par le code électoral. A précisé que pour la couverture de la campagne pour les élections législatives, les principes qui régissent les médias publics sont différents de ceux applicables aux médias privés. Pour le service public audiovisuel, il est assujetti à l'obligation donc de respecter l'égalité de temps d'antenne. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pendant la campagne électorale des élections présidentielles et législatives, vous voyez toujours sur la RTS ce qu'on appelle le journal de la campagne. Là, dans le journal de la campagne, effectivement, il est donné le même nombre de minutes pour chaque liste. La pré-campagne et la campagne électorale terminée, la fin de la campagne pour les élections législatives, la veille du scrutin à 0h, il est interdit aux médias de diffuser tout élément relatif à la campagne pour les élections législatives, y compris les débats, interviews, communiqués et revues de presse. Le Conseil constitutionnel a désormais 7 membres comme il avait été proposé lors du dernier référendum de mars dernier. Ils seront 7 au lieu de 5 comme ça a été le cas dans l'histoire du Sénégal. Et c'est la première fois que le système judiciaire de notre pays va vivre une telle réforme, cher Bambagay. Dans le souci de contribuer à l'approfondissement de la démocratie et de donner aux citoyens sénégalais ce qui lui revient de droit, le président de la République Macky Sall a vu son projet de réforme constitutionnelle adopté en grande majorité par le peuple sénégalais lors du référendum du 20 mars 2016. Aujourd'hui, le renforcement des membres du Conseil constitutionnel est une conséquence, une suite logique de l'adoption de ces réformes constitutionnelles. En effet, le Conseil constitutionnel passe ainsi de 5 à 7 membres. Les 2 autres viennent d'être nommés par le président de la République sur 4 personnalités proposées par le président de l'Assemblée nationale. Les 5 membres du Conseil constitutionnel ont toujours été désignés de manière discrétionnaire par le président de la République. C'est comme ça, c'est la loi de 1992 qui prévoit que c'est le président de la République qui nomme les 5 membres du Conseil constitutionnel sans autre précision. Et pour les 2 autres, ils sont nommés par le président de la République, mais sur proposition du président de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État, gardien de la Constitution, a donc le pouvoir discrétionnaire de nommer les 5 sages qui ont de tout temps composé le Conseil constitutionnel. Mais l'augmentation des charges et des dossiers et du temps qui était perdu au niveau de la Cour suprême a amené le chef de l'État à renforcer le nombre et faire gagner du temps aux citoyens dans les procédures. Le résultat, c'est que le Conseil constitutionnel risque d'être submergé de travail, parce qu'il va y avoir beaucoup de recours devant le Conseil constitutionnel, submergé du travail, et ce travail ne peut pas être fait par 5 juges, 5 membres du Conseil constitutionnel. Il fallait nécessairement
passer de 5 à 7. Le Conseil constitutionnel, qui a été de tout temps dirigé par un magistrat de haut rang, doté d'une expérience et d'une ancienneté avérée, tout comme d'ailleurs pour ses membres qui le composent, joue un rôle important et incontournable dans le dispositif judiciaire. Lorsque une loi est jugée inconstitutionnelle par le nombre requis de députés, eh bien cette loi peut être déférée devant le Conseil constitutionnel qui en examine la constitutionnalité ou non. Le Conseil constitutionnel est également compétent pour proclamer les résultats de l'élection présidentielle. Donc le Conseil constitutionnel est également juge électoral. Il n'est pas seulement juge de la constitutionnalité des lois, il est également juge électoral. Donc ce sont les deux principales fonctions du Conseil constitutionnel qui jouent un rôle extrêmement important dans toute société démocratique, notamment en préservant l'état de droit, en préservant également les libertés individuelles. Et cette réforme constitutionnelle est importante parce qu'elle va protéger encore davantage les droits et libertés des citoyens. Ainsi donc, avec ces deux nouveaux membres nommés par le président de la République, ce sont des préoccupations essentielles des Sénégalais qui ont été tenues en compte par le chef de l'État avec des réformes importantes et essentielles qui cimentent les droits des citoyens et garantissent une consolidation de la démocratie pour le bien de tous les acteurs politiques. Restitution de l'étude sur les zones économiques spéciales. Le document permet d'identifier les sites et de faire la comparaison des avantages incitatifs avant leur installation. L'État, le secteur privé et les experts s'accordent sur les stratégies à adopter afin d'éviter de fracturer le tissu économique du Sénégal. Abou Bombaï. Pour restituer l'étude sur les zones économiques spéciales, le secteur privé est au premier rang, car nourrissant de belles ambitions de création de richesses et d'emplois. Les zones économiques spéciales sont très importantes dans le dispositif de PSE, parce qu'on ne peut pas promouvoir l'investissement, surtout industriel, sans leur donner des infrastructures qui leur permettent de pouvoir exercer leur métier très rapidement. Et rapidement, l'implantation de ces zones économiques spéciales au Sénégal est soumise à une étude approfondie, confiée à un cabinet. Recommandation forte, le Sénégal a l'obligation de ne pas fracturer son tissu économique. Nous insistons également sur la nécessité d'une cohérence globale entre ce qui se passe dans les zones, mais aussi ce qui se passe hors des zones, dans un souci de ne pas fracturer le tissu économique et par ricochet un développement économique et social harmonieux. Une harmonisation qui va dans le sens de faire des zones économiques spéciales des laboratoires d'expérimentation d'une politique économique efficace pour le secteur privé. Ces zones économiques spéciales sont universellement reconnues comme étant les porte-étendards des nations émergentes. Ces zones participent du renforcement de la productivité du capital et du travail ainsi que des relations intersectorielles. Ce faisant, elles contribuent grandement à l'atteinte des objectifs prioritaires du plan Sénégal émergent, objectifs au nombre desquels l'on peut citer une croissance forte et soutenue et la multiplication du PIB par habitant par un 5 et la création d'emplois. Cette étude restituée trace la voie qui mène vers les zones économiques spéciales dont la cartographie reflète le maillage du territoire national. Deux instruments dédiés au développement local, au développement des territoires, font bloc autour de la réduction du gap infrastructurel dans les zones frontalières. Le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers et le programme national de développement local, PNDL, un protocole de partenariat lie désormais le PUMA et la structure en question. Le document a été paraphé et signé aujourd'hui par le secrétaire exécutif du PNDL et le coordonnateur du PUMA, Hamidou Diop. La finalité de ce protocole de partenariat est de contribuer à l'établissement d'un développement territorial dans l'équité et l'inclusion conformément aux orientations du chef de l'État.
Dans ce partenariat, les élus locaux vont jouer leur partition au regard de leur bonne compréhension des enjeux. Cette convention a une importance parce que ça permettra aux deux programmes de mutualiser leur expérience, d'harmoniser le programme sur le terrain pour éviter les doublons et de tirer ensemble vers la même direction. Le partenariat entre le PUMA et le PNDL vise donc à favoriser une mutualisation des ressources et des mécanismes de durabilité des activités développées. Le secteur exécutif du PNDL systématise les engagements. Je renouvelle solennellement l'engagement souscrit de s'impliquer en relation avec les ARD dans la conduite des investissements, planification et choix des projets prioritaires dans la matrice du PUMA, appui conseil pour le choix des sites, suivi et gestion, entretien et maintenance des infrastructures, de cofinancer les infrastructures destinées aux comités de base dans les zones transfrontalières. La région de Kédougou et de Kaolack constitue la première étape d'une démarche concrète de mutualisation des ressources et des compétences entre les deux programmes. La pertinence de la démarche est soulignée par le coordonnateur du PUMA. Dès la validation du programme, le PNDL a réagi très vite, puisque dans les zones frontalières existent beaucoup de programmes suivis par le PNDL dont on connaît l'expérience. En signant ce protocole de partenariat, cela nous permet à très court terme d'engager le travail sur le terrain en essayant donc de tirer profit déjà des travaux qui ont été effectués, ne serait-ce que les études pour certaines pistes, et permettre au PUMA justement de faire le travail donc de réalisation. En définitive, ce partenariat permettra de faciliter la réalisation d'une plateforme minimale d'infrastructures sociales de base dans les communautés sur la base d'une exploitation judicieuse de la matrice d'intervention du PUMA. Ce partenariat marque la présence effective de l'État aux côtés des populations à travers l'implication de l'administration territoriale et des élus locaux. Le Made in Sénégal, depuis plus d'un demi-siècle, le label défend ses couleurs. Hélas, la concurrence voile parfois tous les efforts consentis par nos compatriotes. Entre concurrence et quête de compétitivité, il y a de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes industries qui se portent tant bien que mal, même si on n'est pas toujours prophète chez soi. On en parle dans la rubrique économie avec Aram Dawa. Ce disque, comme de la magie, en une poignée de secondes, le voici devenu bol. Comme à côté, cet autre disque, plus petit, s'est transformé en pot. Les articles ménagers que cette entreprise sénégalaise, spécialisée dans la transformation de métaux, sort au quotidien, en quantité, depuis plus de 50 ans. Nous avons 12 opérateurs, comme nous avons 12 tours de repoussage. On a 12 opérateurs et 12 tours. Chaque opérateur sort en moyenne 350 articles par jour. Le tout fait environ 7000 articles par jour. La femme de ménage, tout ce qu'elle a besoin se trouve dans notre usine. De la préparation à la cuisson et à la présentation des plats, tout est là. Tout est là, 100% fabriqué au Sénégal, mais tout est aussi concurrencé sur le marché. Une concurrence qui ne porte pas les couleurs locales. Beaucoup d'importations étrangères qui viennent de Dubaï, de Chine entre autres, et on voit que ça fait énormément de mal à l'industrie locale. Et ça, c'est fort dommage. Il faudrait essayer de promouvoir, de un, le savoir-faire sénégalais, puisqu'on a des ouvriers qui ont des compétences sur le savoir-faire, et de deux, promouvoir le Made in Sénégal, 100% Made in Sénégal. Avant d'aller consommer des produits importés qui certes sont peut-être à bas coût, il faut regarder un petit peu ce qu'on est capable de faire, et je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, il y a du savoir-faire, il y a des articles de qualité, et les gens en demandent. La preuve, c'est que beaucoup de clients que vous avez pu croiser sont ici et viennent rechercher nos produits de qualité. Face à l'inévitable, c'est en termes de compétitivité que le débat va se poser, avec un coup de pouce à chercher pour promouvoir le savoir-faire local, améliorer de manière constante la qualité et enfin jouer sur les prix. Le bureau de mise à niveau nous a permis de mettre notre entreprise à niveau. Et il y a les accords des APE, donc on est, depuis quelques années, on se prémunit des importations. Donc on se bat
pour être toujours compétitifs. Nous ne pouvons pas interdire les importations, mais ça nous porte préjudice, mais nous ne pouvons pas les interdire. Donc en interne, on se bat tous les jours pour diminuer nos coûts. Un exemple, le président de la République, son Excellence Macky Sall, il a diminué le prix de l'électricité qui était excessivement cher. Et il a diminué de 10% et donc ça nous a permis de respirer. Pour le savoir-faire, il y a des acquis. On a la chance qu'il n'y a rien au Sénégal, tout est à faire. Le savoir-faire, bien sûr qu'il existe. Je ne peux pas accepter ni admettre qu'on puisse faire les choses dans d'autres pays et qu'on ne puisse pas le faire au Sénégal. Tout ce qui peut se faire en Europe ou en Asie, on peut le faire au Sénégal. Donc on n'a rien à envier aux Occidentaux ou aux Chinois, rien du tout. Il va falloir arriver à le faire comprendre à un plus grand nombre de Sénégalais, car ces industries, championnes dans leur domaine, parfois même leaders en Afrique de l'Ouest, ne sont pas toujours prophètes chez elles. La rubrique économie, c'est tous les jeudis. La participation des organismes de bassins transfrontaliers au processus de gestion intégrée des ressources en eau dans l'espace CEDEAO en question. Un atelier de validation de l'étude initiée par le PGIR s'est ouvert ce matin à Dakar. La réflexion devrait conduire à une meilleure gouvernance de la ressource en Afrique de l'Ouest. Pabouna Tchawa. Cette rencontre est la suite logique de l'étude qui s'est penchée sur le rôle des organismes de bassins transfrontaliers dans l'espace CEDEAO dans le processus régional de la gestion intégrée des ressources en eau de l'Afrique de l'Ouest. Le texte a identifié plusieurs axes d'orientation pouvant améliorer et optimiser la gestion des cours d'eau transfrontaliers. Ces axes, c'est d'abord qu'il faut renforcer les relations institutionnelles entre les organismes de bassin et l'organe qui coordonne en fait le processus régional de GIF, qui est la CEDEAO à travers son centre de coordination des ressources en eau. Donc il faut aussi renforcer les capacités des organismes de bassin, donc la maîtrise même de l'approche GIR. Traversé de part et d'autre par des cours d'eau qui sont aussi des frontières naturelles, le Sénégal capitalise une expérience solide en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Le Sénégal est choisi, mais ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'en fait, sur le plan régional, sous-régional, il joue un rôle important. Et même sur le plan mondial, la gestion des fleuves Sénégal et Gambie constitue, sur le plan mondial, une référence. Ce qui fait que le Sénégal et les pays qui gèrent en commun ces bassins sont cités comme référence. S'il est avéré que l'eau, source de vie, porte des fonctions socio-économiques considérables, sa gestion concertée peut être aussi un moyen sûr de pacification et d'intégration régionale. Et puis ce vaste programme de sécurisation des ouvrages névralgiques du système d'alimentation en eau potable de Dakar. La SONES a investi 600 milliards de francs CFA pour renforcer les ouvrages stratégiques dans les stations de Mekhe, Keur Momar et Nguit. L'ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot, a visité ces installations. Hamidou Diop. Les ouvrages à sécuriser sont parmi les plus importants du dispositif d'approvisionnement de Dakar. L'usine de Mekhe a un transformateur de 16 mégas et 2 débitmètres qui vont renforcer le surpresseur. L'usine de Keur Momar aura un autre dispositif anti-bélier pour sécuriser le pompage. L'usine de Nguit a subi les travaux de réhabilitation et de protection cathodique. Pour ce qui concerne l'usine de Keur Momar, où le sinistre avait été relevé, à savoir le dispositif antibélier, le programme est en train aujourd'hui de changer ce dispositif antibélier que nous avons visité ce matin sur le site de Keur Momar. Vous avez vu les ballons, vous avez également vu tous les schémas et les travaux qui sont en cours. À Nguit, ici où nous sommes, l'usine Nguit, qui est une usine qui marche avec du gazole quasiment et des gros motopompes, 5 gros motopompes globalement. Nous en avons changé 2 à travers ce programme, justement pour renforcer et sécuriser la production d'eau qui vient de Nguit, qui assure à peu près 10% de la production de Dakar. Parmi ces mesures destinées à sécuriser la fourniture en eau de Dakar, il y a aussi KMS 3 ou la nouvelle usine de Keur Momar et le projet de dessalement de l'eau de la mer, ce qui permettra une fois réalisé de sécuriser Dakar d'ici à l'horizon 2035, voire même au-delà. Sur ce, l'État du Sénégal, à travers la SONES, a un partenaire de choix. Dans le secteur de l'eau, nous avons investi avec des fonds très importants
Pour vous donner deux exemples, d'une part un plan de 10 millions d'euros qui est consacré, je dirais, à faire en sorte que les vulnérabilités immédiates du dispositif soient résorbées, problème de surpresseur, problème d'électricité, ça c'est un aspect du sujet. Et le deuxième aspect, qui est son regard sur l'avenir, vers 2021, 2025, c'est d'augmenter les capacités, donc de permettre d'avoir plus d'eau et d'offrir plus d'eau aux habitants de Dakar et du Grand Dakar. Ça, c'est ce qu'on appelle KMS 3. On vit aujourd'hui l'usine de Kermomarsar, l'usine de Nit et le surpresseur de Méré. Nous disons que c'est la colonne vertébrale de l'alimentation en eau potable de Dakar. Ces postes produisent près de la moitié de l'alimentation en eau de Dakar. Donc il est important qu'ils soient en état de fonctionnement satisfaisant. Les travaux réalisés à Méré ont permis aujourd'hui l'existence d'un dispositif de secours dans la fourniture électrique. À Kermomarsar, 6 nouveaux ballons anti-béliers seront disponibles. Et l'usine de Nit dispose aujourd'hui, dans le cadre de ces travaux, d'un groupe électrogène de 900 kVA. Le saviez-vous? Les océans produisent plus d'oxygène que toutes les forêts. Un rôle de régulation qui doit être préservé de la pollution sous ses différents aspects. C'est le plaidoyer de ce 8 juin, Journée mondiale des océans, ou ces vastes étendues d'eau salée qui rafraîchissent nos vies au quotidien. Rukia Toba. Les vagues et le ressac rythment le souffle de l'océan, un des poumons de la Terre. Plus de 50% de l'oxygène que nous respirons provient de l'océan. Et à l'intérieur de l'océan, c'est uniquement les phytoplanctons particulièrement qui sont les plus actifs. Les phytoplanctons, en passant, c'est ce que mangent les sardinelles, mais également les baleines. Autant que toutes les forêts du monde en oxygène. Générateur d'oxygène, l'océan est également capteur de gaz carbonique. L'océan, il est là pour absorber aussi une grande partie du CO2. Il le fait autant que les forêts. Et ce CO2, il est absorbé à plus de 30% au niveau de l'océan. Une pollution multiforme dégrade le milieu marin. La baie d'Anne est affectée. Des produits chimiques ont changé l'aspect de l'eau. Elle est noirâtre. Nous souhaitons la dépollution de la baie pour la régénération des ressources. Des plages perdent de leur beauté, les fonds marins sont pris dans des filets perdus. L'Océanium a initié plusieurs campagnes de récupération de ces filets fantômes. Disons qu'on a eu 5 années de campagne, avec en moyenne entre 15 et 20 plongeurs qui sont venus pour récupérer ces filets. On peut estimer à environ 35 tonnes la quantité de filets qui a été récupérée en 5 ans. Pour préserver les ressources et les habitats, l'Océanium a aussi créé 3 aires marines protégées. La première étant dans le Sine Saloum avec l'aire marine protégée du Bamboung, dans laquelle on a observé depuis sa création l'apparition de 25 nouvelles espèces, ce qui montre quelque part que la protection de l'environnement fonctionne. Des actions peuvent toujours être menées pour préserver l'océan, source de richesse et de beauté. Pénible, c'est le mot pour qualifier le travail de ces ouvriers qui chargent les camions de sable ou de béton. Dans cette activité, la force physique est déterminante et cet aspect n'est pas toujours au rendez-vous en ce mois béni de Ramadan. Sont-ils obligés de jeûner? Leur réponse coule de source. Oui, lance-t-il, même si, parfois, le cœur n'est pas à l'ouvrage. Ibrahim Ndong. De la force. C'est elle qui détermine le travail de ces ouvriers. Par groupe de 6 ou plus, ils remplissent ces camions de sable ou de béton. Malgré la faim et la soif, ces ouvriers ne se plaignent pas. Certes, c'est difficile, mais on a l'habitude de le faire. L'habitude est une seconde nature.